Bonjour, bienvenue pour cette Afterwork Alliancy Connect sur le thème quantique, comment se préparer dès à présent à saisir l'opportunité. Je suis Dorian Marcelin, rédacteur en chef adjoint d'Alliancy, et je suis avec Sylvain Fédé, directeur de publication pour cette soirée spéciale de la communauté Alliancy Connect. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on est ravis d'être au sein de la rédaction avec notre public, membres de la communauté Alliancy et puis experts, spécialistes, nos invités. On remercie à toutes et tous d'être là. L'idée, c'est d'avoir une session la plus interactive possible. L'échange va être extrêmement dense. On a beaucoup d'invités, beaucoup de gens qui veulent réagir, intervenir. Et c'est une bonne nouvelle. C'est que le thème, on a voulu avoir un éclairage d'anticipation, vous inviter à vous saisir du sujet tout de suite. Donc, merci à notre public d'être là. Il interviendra au cours de la soirée. Et moi, je vais essayer de faire le lien avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions sur les lives. Il y en a un sur YouTube, il y en a un sur LinkedIn. Et je vais essayer de retranscrire vos questions de manière fidèle. Donc, voilà, on est à votre disposition. On se gardera un petit temps, effectivement, dans tous les cas, pour essayer d'y répondre. La communauté Alliancy Connect, effectivement, c'est la communauté de l'audience engagée d'Alliancy qui participe tout au long de l'année avec nous à une série d'événements thématiques, à des contenus spéciaux. Un certain nombre d'entre eux sont présents, ont fait le déplacement malgré les contraintes, on va dire, ce soir. Effectivement, ça nous permet de prolonger également les échanges après cette émission. Ce format-là d'Afterwork, on le fait plusieurs fois par an. On a également des dîners-débats et des sélections innovations consacrées plutôt au monde des startups qui complètent le programme, en plus des newsletters spéciales qu'on peut éditer pour la communauté. On a ce soir un enjeu qui n'est pas évident, de parler d'informatique quantique. Ça vient justement d'un événement qu'on avait organisé l'an passé et qui avait provoqué pas mal de questionnements, dont celle de savoir comment les entreprises, quelles qu'elles soient, pouvaient se mobiliser sur cette question dès à présent en 2023 sur un sujet qui parfois leur paraissait très très éloigné. Donc on va essayer d'y répondre, ou en tout cas de donner quelques perspectives sur ce sujet avec nos invités ce soir que je vais introduire. Dans l'ordre, donc, on a Olivier Ezrati avec nous, consultant, auteur, blogueur prolifique également, et cofondateur de la Quantum Energy Initiative. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Nous avons Fanny Bouton, Quantum Lead et Startup Programme Leader chez OVH Cloud. Bonsoir Fanny. Joseph Michael, Head of Quantum Computation et Quantum Information Project chez EDF. Bonsoir. Robert Marino, vous êtes le dirigeant CEO de Qubit Pharmaceuticals. Bonsoir. Qui travaille notamment dans la recherche de nouveaux médicaments, on va dire ça comme ça pour faire très concis, et Ludovic Perret, maître de conférence au LIPSIS, donc laboratoire de recherche en informatique Sorbonne Université, et vous avez également une expérience d'entrepreneur et vous avez été cofondateur de Cryptonex Security. Vous nous en direz plus à ce moment-là. Merci à tous d'être présents avec nous ce soir. Et pour lancer le sujet, je voulais faire cette introduction avec Olivier en lui posant deux questions, parce que Olivier revient des Amériques il y a quelques jours où il a assisté à l'un des événements phares pour l'écosystème quantique. Est-ce que déjà, avant toute chose et avant de se lancer dans ce que vous ramenez dans vos bagages et les enseignements que vous avez tirés de votre participation, est-ce qu'il est possible de synthétiquement dire ce qui différencie l'informatique quantique de notre informatique traditionnelle pour que tout le monde soit sur la même base de discussion? Non. Je m'en doutais un peu, j'ai posé la question. Et alors, deuxième réponse, tout. En fait, tout est différent. C'est-à-dire que quel que soit l'angle d'attaque du sujet, tout est différent. Moi, j'ai des tableaux de comparaison, et il y a du rouge, du vert, et c'est inversé. Je vais donner un exemple. En informatique classique, on peut copier des données. En informatique quantique, on ne peut pas. On ne peut pas copier à l'identique une donnée et la mettre de côté séparément.
On a évidemment des bénéfices, parce que ça, c'est un inconvénient. Le bénéfice théorique, c'est de pouvoir faire des calculs qui apportent plus de puissance que les machines classiques aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui sont très différentes quand on est développeur, par exemple. J'aime bien parler sous des angles différents. Un développeur, il est habitué, par exemple, s'il développe en JavaScript ou des langages de ce type-là, dit interpréter, il est habitué à regarder ce qui se passe dans son code au milieu d'exécution du code, à regarder les variables, puis après à continuer d'exécuter son code. Dans le quantique, ça ne marche pas tout à fait comme ça. En plus, le quantique, c'est rigolo, parce que quand on exécute un programme, on ne l'exécute pas une fois. On l'exécute jusqu'à des milliers de fois, on fait la moyenne du résultat, et c'est ça qui est le résultat de son code. C'est une approche probabiliste qui est liée à beaucoup de caractéristiques du calcul quantique et de la physique quantique qui est derrière. Donc, beaucoup de concepts sont à revoir. Un autre exemple de nouveauté, c'est que, en gros, aujourd'hui, en réalité, 95% des gens qui développent des logiciels ne connaissent rien aux maths. Quand je dis les maths, c'est l'algèbre linéaire, c'est les matrices et ces choses comme ça. Quand on fait du calcul quantique, il faut refaire un peu de maths, il faut faire de l'algèbre linéaire, il faut savoir ce que c'est qu'un nombre complexe, des matrices, des vecteurs. C'est quand même assez utile de savoir ça. Et parfois, il faut même connaître d'autres domaines plus spécifiques, comme la chimie quantique, comme les problèmes d'optimisation dans les entreprises. Donc, il y a énormément de changements. On dit souvent que c'est une révolution, mais c'est une révolution aussi culturelle, au sens où il y a besoin de s'acclimater à beaucoup de choses différentes. Et alors, il y a d'autres changements, les machines, elles n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Elles ont des loops complètement différents. C'est plein, il y a du gaz dedans, il y a des fils partout, c'est très différent. Mais c'est très exotique et c'est très rigolo. Alors après, on peut peut-être quand même résumer en une phrase la différence, c'est que ça ne va pas remplacer l'informatique classique. Une caractéristique, ça. Voilà, et ça va plutôt permettre d'accélérer certains types de calculs qui sont l'optimisation, la simulation et potentiellement, on espère, le machine learning, le quantum machine learning. On m'a learning. demandé à quoi ça servait, il m'a dit en quoi c'est différent. Oui, mais pour donner un petit peu un contexte. Merci Fanny pour la précision. Voilà. Je disais également, donc, de retour des États-Unis sur le sujet, quel regard d'actualité vous portez aujourd'hui sur le marché du quantique, entre guillemets, en fait, et la question sous-jacente, c'est évidemment, est-ce que la France est dans la bonne dynamique ? Il y a beaucoup de questions là. Alors, je reviens d'une conférence où il y avait 13 000 physiciens, j'en ai jamais vu autant dans le même endroit, et il y avait 1750 tracks qui couvraient des dizaines de sujets différents. Donc, l'esprit de synthèse, là, c'est pas facile non plus. J'aurais tendance à dire qu'une des caractéristiques de ce marché, en couplant d'un côté le monde de la recherche académique et de l'autre côté les entreprises de l'offre, c'est-à-dire les startups, les Google, les IBM, etc., c'est que c'est un marché qui est dominé par le monde de la recherche. Parce que même les startups font de la recherche, en fait, aujourd'hui. Une grande partie des startups n'ont pas de vrais produits disponibles. Elles ont des prototypes, elles ont des roadmaps, comme on dit, qui vont permettre d'aboutir dans 5 à 10 ans, voire plus, à des machines qui fonctionnent. Et en fait, tout le monde fait de la recherche, entre recherche fondamentale, recherche appliquée. Il y a quelques cas de figure où on est plus proche, finalement, de quelque chose de concret, c'est le monde du logiciel, ou le monde de la cryptographie, dont Ludovic parlera tout à l'heure. Parce que les logiciels, c'est quelque chose qui peut se construire relativement indépendant du matériel. Alors c'est embêtant quand il n'y a pas le matériel pour l'exécuter, mais au moins conceptuellement on peut avancer. Alors que le matériel, c'est du boulot, quoi. Alors effectivement, cette question... La France, je n'ai pas répondu, mais bon. On imagine que déjà, on a réuni un beau panel, donc pas complètement la France, ridicule. J'ai quelques chiffres très simples pour la France. On est le 4e pays au monde en nombre de startups. On est actuellement le 4e pays en levée de fonds. D'habitude, on est 8 à 9 sur l'IA, les autres sujets. Donc on est pas mal placé si on regarde quelques classements. On est un peu moins bon en propriété intellectuelle et en publication de papiers scientifiques, mais sur la dynamique entrepreneuriale, on est très bon. Et une caractéristique de cette dynamique entrepreneuriale qui est relativement atypique par rapport à d'autres sujets du numérique, c'est que la quasi-totalité des startups ont été créées par des scientifiques. Ils sont des laboratoires de recherche, ils ont un esprit entrepreneurial, ils ont été formés, entre autres par Robert Marino avec le Deep Tech Founder, et ils sont adaptés à ce nouveau monde, et en général, ils s'adaptent pas mal. Ce n'est pas le développeur boutonneux qui ne comprend rien au business, quoi. Il y en a quelques-uns, on a des spécimens dans ce petit milieu qu'on pourrait citer, qui sont excellents dans la capacité à adopter les codes de l'entrepreneuriat. Donc c'est assez remarquable. Et on est numéro 1 en nombre de types de qubits différents aussi. En Europe, oui, effectivement, oui.
Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et effectivement intégrer tout le monde dans la discussion. Le but, la promesse, c'était de dire, voilà, il y a des incertitudes sur le timing notamment et la façon dont une entreprise peut se poser cette question de sa mobilisation quantique. Donc, je voulais articuler la discussion en deux temps. D'abord, vous demander votre propre expérience dans vos structures respectives, hein, finalement, comment ça s'est passé, comment ça s'est traduit, et ensuite qu'on puisse parler des messages ou des conseils à passer aux entreprises qui nous écouteraient ce soir. Alors, pour commencer, effectivement, peut-être une première question, à commencer avec Fanny, sur pourquoi, depuis quand, votre organisation OVH Cloud s'est mobilisée finalement sur la question quantique. Alors, OVH Cloud regardait côté R&D de loin depuis quelques années comment le quantique évoluait. Après, ça fait 2 ans qu'on s'est penché vraiment sérieusement sur le sujet. Dans un premier temps, on a découvert et accompagné les startups. On a un startup programme et on leur a proposé de l'accès au cloud et comment collaborer avec elles ou voir quels outils elles auraient besoin pour pouvoir grandir. Et entre autres parce qu'on avait justement sur la France de belles startups à accompagner. Et puis, on s'est rendu compte que ça pouvait aller plus loin puisqu'il y a plusieurs étapes dans le quantique qui vont de l'émulation. Comme l'a dit Olivier, on n'a pas encore le hardware final, ces super machines qui calculent très très vite. Mais par contre, il y a tout le travail de préparation à faire qui va être celui de justement pouvoir avoir des interfaces qui permettent de créer les logiciels de demain et de faire tourner les algorithmes. Et ça, c'est des émulateurs qu'on peut faire tourner sur des infrastructures qu'on a chez OVH Cloud, en particulier du CPU. Et donc là, maintenant, on a déjà 2 émulateurs en ligne sur les 6 types de qubits français et on va continuer à sortir ces produits-là. Donc ça va permettre déjà à tout type de clients et entreprises qui voudraient commencer à s'exercer, à coder, à le faire via le cloud, sans acheter de machine. Et puis, il y a aussi, est-ce qu'on va mettre un jour des ordinateurs quantiques dans des data centers pour les mettre en accès dans le cloud. Et donc, c'est tout un tas de sujets R&D à développer. Effectivement, à différents niveaux d'éloignement, on va dire, de projection là-dessus. EDF, Joseph, a commencé assez tôt, alors relativement la question, mais... on a été early adopters, ouais. Alors, on a commencé en 2017-2018. En fait, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que nous, on achète et on renouvelle sur une base assez fréquente nos HPC. Et ces HPC-là sont chargés à 100% quasiment dans l'année. Donc, c'est bien pour ça qu'on les achète nous-mêmes et qu'on les opère nous-mêmes. Et pour ces HPC, on développe des codes de calcul depuis les années 80, même plus tôt sur certains cas. Donc, quand on a vu les premières annonces liées au quantique commencer à apparaître, on s'est posé la question en se disant potentiellement ces machines-là elles peuvent remplacer les codes qu'on développe depuis des décennies ou les compléter. Donc on a commencé à faire un petit travail d'acculturation, de savoir à peu près ce que ça allait impacter et quel domaine surtout. Et on y a pris goût. Hein, on a quand même maintenant pas mal fourni d'efforts de recherche. Ce que Olivier disait plus tôt, en fait, ce qui est important dans ce domaine, c'est qu'il faut faire un peu de recherche, il faut s'acculturer, et puis moi je crois beaucoup à la formation par la recherche. Donc on a une petite vingtaine de personnes et on a essayé de centraliser les efforts. Voilà. C'est intéressant le nombre de personnes. Chez OVH Cloud, de combien de personnes on parle ? Pour l'instant, on est 2 sur le sujet avec Miro Klaba qui est le directeur de la R&D, mais on est en train de former des équipes en interne. C'est pareil, il faut qu'on commence à monter des équipes, mais c'est très important. Et le recrutement va être laborieux puisqu'il y a déjà pénurie de talents, et ça c'est un autre sujet. On va y revenir effectivement. Et juste une vingtaine de personnes, mais pas forcément à plein temps, mais oui. Voilà, une vingtaine d'intervenants. Robert, la nature de votre structure est un peu différente de celle d'EDF, mais malgré tout, il y a cette mobilisation est aussi bien réelle. Tout à fait. Alors, nous, on est un tout petit peu plus petit qu'EDF, parce qu'on est 45 personnes uniquement. 20% des effectifs qui travaillent sur la partie HPC et quantique. Ce qui est important, c'est que chez nous, on n'a pas dissocié les deux. C'est-à-dire qu'il y a un continuum entre le calcul haute performance et le calcul quantique. Parce que
on ne voit pas, on ne fera pas une transition brutale de l'un à l'autre, mais ce sera des accélérateurs qui permettront d'améliorer certains calculs. Ce que disait Fanny, c'est que ça n'a pas vocation à remplacer... Pas pour tout, et la raison pour laquelle c'est comme ça chez nous, c'est que nous, on ne vend pas de services associés au quantique. Les produits qui sortent de nos travaux, c'est des candidats médicaments, c'est des molécules. Nous, on dépose des demandes de brevets pour protéger de la propriété intellectuelle autour de molécules. Donc, en interne, on fait une grosse R&D pour optimiser notre plateforme qui permet de simuler et reproduire ce qui se passe dans la nature. Et pour ça, on a besoin d'être à la pointe au niveau technologique. Aujourd'hui, on fait tous nos calculs de production sur des machines classiques. Et on commence dès aujourd'hui, et en fait c'est vraiment l'ADN de la société, à intégrer le quantique, à développer des algorithmes pour que lorsque les plateformes seront présentes à grande échelle, on puisse appliquer ces codes sur les plateformes hybrides. Et entre-temps, on travaille aussi à l'émulation, je pense que c'est un sujet qu'on pourra revoir, donc utiliser les plateformes classiques pour reproduire le comportement des ordinateurs quantiques et bénéficier déjà d'un grand nombre de qubits. Effectivement, on va avoir l'occasion de revenir sur parce que ça retouche à la question du timing. Ludovic, vous avez un cas un peu particulier, mais je voulais vous faire réagir quand même sur cette partie-là, du fait de votre double casquette, votre double expérience. Ah, oui, alors c'est vrai, un cas particulier du fait que je sois enseignant-chercheur à Sorbonne Université et aussi de la nature du problème et de la nature de l'impact de l'ordinateur quantique sur mon activité. Donc moi, mon sujet, c'est de réfléchir à la sécurité demain, même aujourd'hui, lorsqu'on va avoir un ordinateur quantique. Et en fait, on a parlé de beaucoup d'applications positives, donc là, on a une application plutôt négative, parce qu'on sait qu'avec un ordinateur quantique suffisamment puissant, on va pouvoir casser tous les mécanismes de sécurité qui garantissent nos communications aujourd'hui. Donc ça, c'est négatif. En revanche, on sait que c'est une des applications les plus difficiles pour l'ordinateur quantique. Donc, on va avoir besoin de machines très puissantes pour mener cette application. En revanche, ça fait très longtemps que dans le monde de la recherche, on réfléchit à comment modifier les infrastructures de sécurité, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va prendre longtemps. On sait aussi que les informations peuvent être stockées dans le cloud, confidentielles, et déchiffrées un peu plus tard, lorsqu'on va avoir une machine quantique suffisamment puissante. Donc en fait, le problème de sécurité, il se passe tout de suite. Et donc, on a travaillé sur ce sujet. Et en fait, il y a 4-5 ans, avec mon collègue Jean-Charles Faugère, on a décidé de monter une start-up qui s'appelait Cryptonex Sécurité, qui s'appelle toujours Cryptonex Sécurité, où on propose aux entreprises des systèmes cryptographiques de nouvelle génération résistants à l'ordinateur quantique qui permettent justement de se protéger. Et ça, en fait, dans ces cryptosystèmes post-quantiques, il n'y a rien de quantique, c'est tout à fait classique, c'est la motivation qui est l'ordinateur quantique. Et en fait, ça fonctionne dès aujourd'hui. On a fait des tests avec le ministère des Armées et de manière différente. Ça fait la transition effectivement à ma question, parce ce qu'on entend, ce que j'entends quand vous me décrivez la situation, c'est qu'effectivement, il y a notamment la question des machines qui arriveront quand elles arriveront en tant que telles, et c'est peut-être pour ça que dans l'imaginaire collectif, il y a un peu de mal à se projeter, cette association de dire « ah bah oui, ça sera dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être plus tôt, mais on ne sait pas trop ». Mais malgré tout, il y a des opportunités business immédiates pour certains types d'activités ou certaines propositions de valeur, on va dire, qui orbitent autour de cette situation, on va dire, et de cette révolution en cours. Donc, comment chacune de vos organisations s'est projetée sur ce côté court terme, finalement, plutôt de dire, pour prévoir la suite, il faut déjà souvent apporter une preuve à court terme de ce qu'on veut faire ou de comment on pourra le financer, j'imagine. Fanny, vous vouliez réagir ? Oui, alors à court terme, ce qu'il y a d'important à comprendre, et c'est un message qu'Octave Klaba, le fondateur d'OVH Cloud, porte depuis quelques mois, c'est toute entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires devrait investir 1 million en R&D dans le quantique, parce que c'est la prochaine révolution, et que si on ne prend pas le train maintenant, ce sera trop tard dans 5 ans. Pourquoi ? Parce que actuellement, il faut développer, il faut refaire toutes les mathématiques et les algorithmes. C'est ce que fait EDF, par exemple, depuis plusieurs années. C'est ce que fait déjà Robert Marino sur sa société aussi, sur les médicaments. C'est commencer à préparer. Il faut refaire tous ces calculs, tous ces algos. Ensuite, il faut déjà préparer aussi tous les logiciels.
Et ça, on peut le faire dès maintenant grâce aux émulateurs qui simulent le comportement de ces ordinateurs quantiques et qui peuvent tourner, alors, selon la puissance, sur des simples laptops, mais dans le cloud aussi sur des machines plus puissantes. Et puis après, comme l'a dit aussi Robert, dans 4-5 ans, il va y avoir une étape qui va être intermédiaire où on aura des machines quantiques avec un certain nombre de qubits mais qui n'auront pas encore cette puissance totale de calcul qu'on pourra coupler à des HPC. On commence à le faire, mais là, on a vraiment très peu de qubits. Là, ce sera plus gros dans 4-5 ans. Et on sait que mathématiquement, on a déjà des avantages à faire un bout de l'algo en quantique et l'autre bout en classique et à faire tourner ça sur les HPC, sur ces supercalculateurs. Et puis en phase 3, dans 10, 15, 20 ans, ça c'est le plus difficile à savoir de quand on va arriver à avoir assez de qubits pour faire une machine avec une bonne puissance. Et ben là, on fera tout tourner en quantique. Et sur ces types de calculs, on devrait avoir des avantages où on parle pour certains types de calculs de milliers d'années ou même certains types de calculs qui ne peuvent pas tourner sur de la machine classique, qui pourront tourner sur ces machines-là dans des temps beaucoup plus courts. Alors après, il y en a qui parlent de minutes, de semaines, de mois, mais ce sera toujours beaucoup plus rapide que ce qu'on peut faire. Voilà, dans le médical, on sait que c'est des calculs qui durent des mois, des fois, pour obtenir des simulations. Chez EDF, la suite de cette question, c'est justement par rapport aux investissements nécessaires. Comment on rend pérenne ces investissements entre la préoccupation de court terme et le fait que pour que ça paye un moment, il faudra tenir l'effort dans la durée, un peu à la façon d'un marathon. C'est un marathon, j'allais le dire, c'est un marathon. Mais après, il faut bien imaginer que les codes sur lesquels on est assis aujourd'hui à EDF, on les développe depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Donc, il ne faut pas imaginer attendre la machine quantique en 2025 et développer le code pour qu'il soit prêt 6 mois plus tard. Donc ça n'existe pas. Nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est effectivement qu'il fallait faire à chaque fois les maths. Il fallait faire l'effort de développer les algos, l'algorithmie, pour se préparer, commencer à cultiver l'entreprise et les ingénieurs. Est-ce qu'il y aura des bénéfices à court terme? Quand on dit court terme, j'imagine qu'on parle dans des mois prochains. Vraisemblablement pas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, nous, on ne table pas là-dessus. Donc, à EDF, on a quand même compris que c'était une course de fond et que c'était un investissement à maintenir dans la durée. C'est peut-être ce qui est difficile, c'est-à-dire que il y a beaucoup de hype derrière, donc on a envie d'investir pendant quelques mois, puis quand on se rend compte que ça ne marche pas aussi bien qu'on souhaite, on peut avoir tendance à arrêter. Ce qu'il faut quand même faire, c'est maintenir la durée, l'investissement dans la durée. Oui. C'est la question est pour Robert, du coup, par rapport à cette gestion du hype, quand on est une entreprise identifiée comme start-up innovante, etc., dans le rapport qu'il y a par rapport aux investisseurs, à l'attente et à la réalité du modèle d'affaires, qui est de dire, là, pour l'instant, le modèle d'affaires, il est basé sur l'informatique traditionnelle et ensuite il y aura une transition plus ou moins évidente à faire vers le quantique sur certains sujets. Comment vous gérez cette relativité des attentes, on va dire? La première chose, c'est de ne pas raconter n'importe quoi, parce que les investisseurs sont tous sauf bêtes. Donc aujourd'hui, si vous allez voir un investisseur et que vous lui dites « je fais tous mes calculs sur un ordinateur quantique », ça s'arrête là. Voilà, merci, bonne journée, parce que c'est pas possible, il n'y en a pas, donc il y en a très peu disponibles. C'est des machines de test. Donc c'est plutôt montrer une roadmap. C'est est-ce que je suis capable, grâce à des investissements R&D, d'avoir un avantage technologique certain par rapport à la compétition pour un marché spécifique, à un horizon de temps qui est aussi compatible avec le métier de l'investisseur. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que vous avez envie de faire le trajet avec moi? Et puis, une fois que la réponse est oui, c'est est-ce que les échéances que j'ai promises sont tenues ou pas? Puisqu'il y a la vision long terme et puis il y a régulièrement montrer que ça avance. Et c'est là-dessus qu'on est jugé. Sachant que nos investisseurs ont compris que c'était un avantage technologique, mais pour avoir un avantage technologique, il faut déjà faire des choses au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on a cette approche hybride, parce que il y a quelques années, 2, 3 ans, 5 ans, il y a des startups qui se sont créées justement au début du hype, en disant nous, on utilise le quantique pour faire des médicaments. Et puis, en fait, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, il y en a qui ont mis des billes dedans sans pouvoir faire la due diligence en y croyant. Et aujourd'hui, la plupart de ces startups font du machine learning pur parce qu'il y a des bons matheux, il y a des bons physiciens dedans.
Et puis naturellement, ils vont vers l'utilisation de ce type d'algorithme. Donc il ne faut pas mentir, il faut être clair, avoir une roadmap qui est solide, qui montre pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on gagne aussi. C'est un point qui est vraiment important, c'est ok, vous faites du quantique, mais enfin pourquoi? Qu'est-ce que ça va vous donner à horizon 3 ans, à horizon 5 ans? Qu'est-ce que vous pourrez mieux faire? Puis ça veut dire quoi mieux faire? Qu'est-ce que vous gagnez réellement par rapport à votre processus actuel et puis par rapport au processus futur? Ludovic, en tant que maître de conférence, vous avez des élèves, des professeurs qui vous enseignez autour de toute une série de thématiques. Est-ce que vous sentez qu'il y a cette perception finalement un peu que décrivait on avait plusieurs exemples d'un mix entre finalement une approche purement scientifique et une approche malgré tout entrepreneuriale, une envie aussi d'amener cette réalité dans le monde des entreprises directement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti comme appétence ou comme envie? Alors là, clairement, et puis ça me verrait aussi le pont pour pourquoi une entreprise devrait se lancer dans le quantique. Le premier point, c'est que de toute façon, ça arrive. Donc voilà, il faut se poser la question. Pour toutes les entreprises, il va y avoir un sujet de bataille des talents. Donc investir sur ce sujet en interne, ça peut motiver les équipes, ça peut permettre de monter en compétences et ça peut aussi améliorer la marque employeur pour attirer des talents. Et on sent à l'université qu'il y a de plus en plus de demandes pour ce type de formation. Sur l'aspect cybersécurité, donc là c'est positif, sur l'aspect cybersécurité et la transition des infrastructures, là la réponse c'est que préparez-vous, vous alliez y être obligé. Le sens de l'histoire, c'est qu'on va vers de plus en plus de régulation au niveau cybersécurité. On a les nouvelles directives européennes NIS 2 qui demandent de plus en plus aux entreprises en termes de cybersécurité. Et la prochaine étape, c'est le sens de l'histoire, c'est d'avoir des obligations dans certaines verticales métiers de déployer une cryptographie qui va être résistante au quantique. Alors, ça fait effectivement la transition, puisqu'on a dit qu'on essaierait de passer quelques messages aussi aux entreprises à partir de vos expériences. Déjà, Olivier, par rapport à votre regard peut-être sur tous les exemples que vous avez pu avoir et cette expérience des échanges avec différents types d'acteurs sur le sujet, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une conviction sur le fait que toutes les entreprises doivent se sentir concernées ou est-ce que finalement ça ne concernera cette révolution qu'une petite partie d'entre elles et que les autres vont regarder ça un peu en tant que spectateurs? Je pense que ça va se faire étape par étape. Les entreprises concernées en premier, un peu à l'image d'EDF, c'est des entreprises qui font déjà du calcul de haute puissance, qui ont déjà des gros besoins calculatoires, qui font de l'informatique scientifique, qui ont des problèmes d'optimisation assez compliqués à gérer. Dans le monde de la finance, c'est particulièrement le cas. Les entreprises dans la logistique, dans les transports, dans tout ça de métiers où il y a beaucoup de complexité dans le calcul. Pas forcément beaucoup de data, mais de la complexité. Donc les grandes entreprises, les fameuses là, qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il y a intérêt à ce qu'elles regardent, qu'elles fassent de la veille technologique dessus, qu'elles regardent comment évolue le marché. Après, il y aura clairement 2 grands éléments qui vont jouer un rôle pour élargir le marché. Il y en a un premier, c'est l'arrivée des machines, qui aujourd'hui sont encore des prototypes de machines avec une faible puissance. Là, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas dire à quelle vitesse ça va arriver. En plus, c'est plus compliqué que si c'était plus simple, parce qu'il y a plusieurs types d'ordinateurs quantiques différents, ils ne se programment pas de la même manière, enfin, c'est quand même une zoologie assez compliquée. Et il y en a certains qui seront peut-être plus matures que d'autres plus vite, notamment en France avec une start-up qui s'appelle Pascal. Et puis il y a un autre déterminant qui est le monde du logiciel. Parce que le monde du logiciel, il va conditionner un petit peu la capacité à développer un marché de plus grande ampleur. Quels outils de développement vont être mis à disposition des utilisateurs, des développeurs? Est-ce que c'est des outils de développement qui vont être accessibles à plus de développeurs qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir des entreprises qui vont proposer carrément des sortes de packages logiciels, presque du clé en main, métier par métier, qui vont permettre de plus facilement s'approprier la technologie? Aujourd'hui, ça commence à arriver de manière balbutiante, mais il est évident, comme on l'a connu dans le monde du logiciel classique, que le jour où les machines seront là, le jour où il y aura une grande diversité de machines, il y aura un écosystème logiciel qui se développera et qui élargira le marché, qui fera que là, ce seront les outils qui sont concernés,
voire les PME, les TPE. Il y aura puis, du no-code quantique, quoi. Et puis l'ordinateur quantique, il est fait sur le cloud, donc il y aura des offres en cloud, hébergées chez OVH évidemment. Il y aura des offres en cloud qui mettront à disposition de tout un tas d'entreprises, jusqu'aux mêmes aux professions libérales, des logiciels d'optimisation de différents types d'activités. Et les gens ne verront pas que c'est du quantique. Ils accéderont à un service en ligne qui est meilleur pour telle et telle raison. Effectivement, par rapport à ces préoccupations de dire qui est concerné, est-ce que ça veut dire que en gros, le panel qu'on a réuni ce soir couvre un peu les typologies d'activités Qui est concerné, clairement, c'est ceux qui utilisent des HPC aujourd'hui, qui ont des codes massivement parallèles, qui ont atteint l'état de l'art de ce qu'on est capable de faire classiquement, et qui connaissent aussi les limites de ce qu'on est capable de faire classiquement. Donc si on n'a pas fait ce travail en amont, c'est peut-être ce travail-là qu'il faut commencer à faire avant de penser au quantique. Alors, peut-être qu'on peut sauter de marche d'un coup, mais la prudence voudrait qu'on fasse ce passage-là d'abord. Il y a une autre manière de voir les choses aussi, qui est de faire la différence entre, d'un côté, le monde de la recherche, y compris la recherche dans les entreprises, et le monde des opérations. C'est une manière de segmenter les usages dans le calcul quantique. La recherche va être un des premiers moteurs de développement des usages du calcul quantique. Parce que c'est dans la recherche scientifique qu'on a besoin de calculs de haute puissance. Dans la santé, dans les matériaux, dans l'énergie, dans la création de nouvelles batteries, dans tous ces domaines-là, ont vraiment besoin d'outils de simulation numérique qui vont venir du monde du quantique. Les opérations, c'est l'entreprise qui veut optimiser sa finance, c'est la banque qui veut miser ses risques, c'est l'entreprise de transport comme CGA, CGM qui veut optimiser le remplissage des porte-containers, etc. Ça, c'est des opérations, c'est du day-to-day, c'est tous les jours. Ça va générer probablement un marché de volume. Il y aura beaucoup d'ordinateurs à mettre en œuvre dans le cloud pour apporter ce genre de service-là. Mais ça, c'est probablement une deuxième phase. Il y aura d'abord la première avec la recherche, puis la deuxième avec les opérations. Et là, c'est plus des populations. Mais ça concerne les entreprises aussi. Il y a plein d'entreprises qui font de la recherche. Mais ça va toucher tous les types de secteurs. Donc là, on a en effet l'énergie ou la santé ou la sécurité. Mais comme l'a dit Olivier, il y a le transport. En fait, on se rend compte que dans tous les domaines actuels traités par tout type d'entreprise, optimisation et simulation et machine learning se fait rentrer dans les mœurs. C'est qu'est-ce qu'on veut encore accélérer, améliorer et qu'est-ce qui va faire gain de temps, gain d'argent. Voilà. Donc, ça va toucher tout le monde. Mais en effet, c'est d'abord par la recherche, donc c'est souvent des grosses boîtes. On ne parle pas, par exemple, le domaine du luxe. Plein de gens diraient pourquoi le luxe y irait. Et on a commencé à voir, on a participé plusieurs à un hackathon ce week-end sur le sujet. Et LVMH, par exemple, était présent. Pourquoi ? Parce que justement, dans l'optimisation de mettre des produits en magasin dans différents points de vente, ça peut être intéressant de faire ce genre de choses et d'optimiser. Et c'est très complexe. Même, ça paraît très simple, hein, mais si vous prenez dans les écoles, il y a un cas qui revient souvent, c'est les plannings, vous savez, tous les ans, avec les élèves dans les classes, avec les demi-classes, pour mettre avec les professeurs, avec les salles, etc. Et bien ça, c'est tellement compliqué que, alors on n'est peut-être plus avec les petits tickets en papier sur le mur du proviseur, mais même avec le logiciel, tous les ans, vous voyez vos enfants revenir et dire « Ah, ils nous ont encore déplacé un cours, c'est pas celui-là, etc. » Bon, cette optimisation-là, elle paraît tellement basique et elle est déjà tellement complexe que l'informatique quantique pourrait le résoudre peut-être un jour. Et voilà. Donc ça va toucher vraiment beaucoup, beaucoup de secteurs, mais ça va venir progressivement. Un point justement sur les sujets, les problèmes d'optimisation, la différence entre opération et recherche. Dans les parties R&D, les gens sont quand même contents de pouvoir mettre la main dans le cambouis et d'aller comprendre le fonctionnement de la machine, de travailler au plus près de la physique, du hardware. Quand vous faites de l'optimisation, votre sujet, c'est comme le disait très, très justement Olivier, c'est du court terme, de la marge que vous optimisez. Donc vous n'avez pas le temps de savoir si c'est la machine A ou la machine B ou la machine C. Et ce que vous voulez plutôt, c'est des langages de programmation assez efficaces, simples, parce que votre problème, c'est pour hier qu'il fallait le régler. Quand vous avez des conteneurs à gérer, une fois qu'il est sur le bateau et qu'il y a un port qui dit finalement je ne le prends plus, vous n'avez pas 6 mois pour le faire. Donc il faudra vraiment ce côté développement d'interfaces logicielles qui permettent de programmer simplement des ordinateurs très complexes,
ça va être essentiel si on veut voir le développement de ces applications de deuxième étape, de deuxième phase. Ludovic voulait réagir, oui. Non, et puis peut-être pour dire un peu plus précis sur les secteurs d'activité, parce que quand on dit sécurité, effectivement, c'est pas forcément tout le monde tout de suite. Nous, les gens avec qui on a travaillé le plus rapidement, ça va être la défense, la finance, les gouvernements et globalement toutes les sociétés qui fournissent des services de sécurité de manière globale. Et puis voilà, on peut mettre aussi le secteur de l'énergie, tout OIV, et ça, c'est des gens qui sont utilisateurs depuis déjà 2-3 ans de solutions de cryptographie restreinte quantique. Alors, vous avez déjà abordé une partie du sujet, mais j'aimerais revenir sur la question, finalement, quels sont les arguments qui fonctionnent pour convaincre un dirigeant de se mobiliser. On a un bon exemple avec Octave Klaba, du coup, mais il est bien passé par un stade de réflexion, un moment, pour convaincre. Donc, comment on pousse quelque part des dirigeants il y a une part de risque, on l'a dit, il y a une part de long terme, il y a une part de vision stratégique un peu différente. Donc pour vous, qu'est-ce qui fonctionne bien comme argumentaire sur ces sujets-là? En fait, il y a un risque sur le fait que les machines arrivent ou pas. Ça ok, mais il y a surtout un risque à ne pas y aller. C'est-à-dire que si vous n'y allez pas, en fait, les retombées sont tellement monstrueuses et le temps pour former les ingénieurs et les recruter est tellement long que vous allez prendre quelques années dans la vue. Ce qu'on a réussi à faire en machine learning, c'est-à-dire former les gens et les recruter rapidement, j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué en quantique parce que le sujet est quand même très profond et assez compliqué. Mais ça veut dire qu'on pouvait, avec le machine learning, on peut espérer rattraper, se raccrocher au wagon, pas avec le quantique. Donc là, il y a, à mon sens, un risque à ne pas faire. Et puis, non, oui, c'est en effet ne pas rater le virage. On se rend bien compte, c'est la prochaine révolution industrielle. Beaucoup de gens disent, on a eu le nucléaire sur le XXe siècle, le XXIe siècle, ce sera le quantique. Et puis après, alors moi j'aime bien dire et raconter, et je pense que c'est fondamentalement vrai, c'est si vous prenez les avions, quand on s'est dit tiens on va faire voler un truc qui fait des tonnes, et je pense qu'il y a plein de gens qui disaient ouais ça marchera pas. Dans les médias, quand on a commencé à faire des trains à vapeur à 50 km/h, ça titrait attention, si ça dépasse 50 km/h, votre âme va se décrocher de votre corps. On a toujours des sceptiques. Si on prend l'aérospatiale et qu'on est allé sur la Lune, si potentiellement on y est allé pour certains. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'on a des couvertures de survie, on a des fours micro-ondes, on a des bulles d'air dans les Nike, on a des matelas Bultex. Toute recherche et tout investissement qu'on fait, en fait, ne fait pas des dommages collatéraux, mais des avantages collatéraux. On produit des nouvelles choses. Et ce qu'il y a de génial, et ce qu'on a vu ne serait-ce que là en 4-5 ans sur l'écosystème français, c'est que chaque semaine, chaque mois, il y a une innovation qui n'était pas anticipée, un calcul qui n'était pas prévu, un avantage qui n'était pas prévu, et qui se crée. Quand Alain Aspect a fait son expérience et a montré comment faire de l'intrication, il n'imaginait pas, et il le dit lui-même, qu'un jour, il y aurait des jeunes qui créeraient des startups pour intriquer des qubits et faire des ordinateurs quantiques. Donc, on ne sait pas encore en fait à quoi tout va servir, mais de toute façon, ça va faire des choses. Toute recherche qu'on a fait aboutit à quelque chose à un moment. Olivier ? Il y a un autre élément sur lequel je travaille, notamment avec Joseph, qui est qu'on est en train de se rendre compte que les ordinateurs quantiques, pas forcément à très long terme, ça peut être à court moyen terme, vont apporter aussi un autre avantage aux entreprises, c'est que ça va consommer moins d'énergie potentiellement. Et c'est ce que justement, dans le cadre de l'initiative de recherche que j'ai cofondée avec des chercheurs, dont Alexia Ofev, qui est basée à Singapour, qui est une chercheuse du CNRS, et avec d'ailleurs la collaboration d'entreprises comme OVH et comme EDF, on est en train de travailler sur l'analyse de la consommation d'énergie de ces machines, l'analyse comparative avec les machines classiques et les études d'optimisation technologique qui permettront effectivement aux ordinateurs quantiques de consommer beaucoup moins d'énergie. Or, on est dans un monde à ressources finies. On est dans un monde où la consommation d'énergie du numérique, c'est quand même un vrai sujet. On sait que c'est 11% de l'électricité dans le monde entier, le numérique. Donc, une nouvelle technologie qui arrive sur le marché
se doit d'être exemplaire en termes d'empreinte environnementale, et c'est sur quoi on travaille, et avec un leadership de la France. Je crois qu'on a une question. Alors, des séries de questions, parce qu'en fait, il y a une préoccupation aussi sur la thématique de l'impact environnemental. Donc, puisque c'est la demande d'énergie, la révolution de l'IA, le quantique pour le commerce et non le commun. Donc, est-ce que quelqu'un veut s'aventurer sur... le commerce, c'est pas le commun. Et pas le commun. Enfin, je comprends que pour le business, ça peut avoir de la valeur, mais est-ce qu'il y aura de la valeur sur... Enfin, nous, EDF, on est très bon en business, mais ce qu'on essaye d'optimiser, c'est quand même le réseau à l'échelle nationale. Donc, il y a quand même un intérêt aussi pour la sécurité du système électrique. On a vu pendant l'hiver des petits soucis qu'on a pu avoir. Effectivement, le quantique aurait pu répondre à certaines questions du régulateur. Donc il y a quand même des choses assez positives hein, quand on parle de pharma ou quand on parle d'économie d'énergie sur les QPU, sur les processeurs quantiques. Il y a quand même, outre le business, quand même un message assez positif. Et je dirais que dès aujourd'hui, il y a un impact pour le commun, parce que comme Olivier le mentionnait, ça a permis d'une certaine manière de revitaliser les liens entre la recherche et le monde industriel et de donner pas un second souffle, parce qu'on y était, mais en tout cas de donner des perspectives, des applications sur la recherche et aussi d'associer le monde de la recherche à cette transition-là, à cette révolution-là qui arrive. Donc ça, c'est un impact positif. Il y a un autre impact indirect de l'informatique quantique, c'est que l'informatique quantique, elle secoue un peu le cocotier de l'informatique classique, par certains côtés. Et beaucoup d'acteurs de ce marché-là, donc notamment le calcul de puissance, les algorithmes classiques, parfois ils se sentent un peu remis en cause. Ils disent c'est quoi cette machine qui va arriver, qui va aller plus vite que moi. Et donc en fait, il y a une émulation qui se produit, qui fait que même dans le pire des cas où l'ordinateur quantique du futur ne marcherait pas, eh bien, ça aura aidé, ça aura incité les développeurs d'algorithmes classiques à s'améliorer. Et ça, c'est un impact extrêmement positif. Alors, l'idée, c'est aussi de vulgariser et d'expliquer à chacun comment il y a des sujets à s'emparer. Donc, Stéphane nous repose la question. Donc, tout faire tourner en quantique, justement, vu la structure du quantique, elle ne répond qu'à certaines tâches spécialisées. Et je ne vois pas comment elle peut remplacer toute l'informatique classique. Est-ce que quelqu'un veut apporter des explications? C'est clairement ce qu'on a dit dès le début. Hein. Ça marche pour l'optimisation. Et on ne fera pas, par exemple, des interfaces graphiques et des jeux vidéo grâce au quantique, par exemple, ou du montage de films. Ce n'est pas fait pour ça et ça ne pourra jamais marcher pour ça. Donc ça ne va pas remplacer tous les métiers. C'est juste que ça peut améliorer et faire un gain de temps phénoménal sur certains types de calculs très complexes. Et si on arrive à faire en 10 minutes, calculer une molécule et un médicament ou découvrir un nouveau vaccin au lieu de des mois, on sait qu'avant c'était 5 ans pour faire un vaccin, c'est 18 mois grâce à l'accélération, à l'IA et des travaux comme peuvent faire les entreprises de Robert. Si on peut descendre à quelques semaines pour trouver ce genre de solution, c'est des avantages phénoménaux. Pas que financièrement, mais aussi pour le bien commun, là, pour le coup. Hein. Donc, il y a vraiment des enjeux très massifs sur ce genre de sujet. On a effectivement des membres de la communauté Allianz Connect qui se sont déplacés et qui sont venus pour vous poser des questions et aussi pour témoigner de leurs propres expériences. Et une dernière question pour terminer peut-être ce tour de table avec vous, pour finir, c'est si vous souhaitiez mettre un terme à un type de discours que vous entendez encore trop sur le quantique, quelque chose qui vous agace, rectifier une idée fausse. Aujourd'hui, qu'aimeriez-vous changer finalement dans les approches ou la perception que l'on a du sujet, en espérant que ce type d'événement y contribue. Mais est-ce qu'il y a un point spécifique que vous estimez urgent d'adresser? Je pense qu'il y a un point sur le télescopage temporel. Il y a parfois un certain nombre d'acteurs qui ont tendance à parler du futur et au présent, c'est-à-dire qu'ils mélangent le futur et le présent. Ils ont tendance à survendre ce que font les machines d'aujourd'hui. Comme elles ne sont pas encore à même de livrer ce que les gens racontent, ça peut décrédibiliser le secteur. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'un hiver sur le sujet. Et donc on voudrait éviter qu'il y ait un hiver dans le quantique comme il y en a eu deux dans l'IA, dans l'histoire de l'IA, si ce n'est pas 3 d'ailleurs. Et donc pour faire ça, il faut que l'intégralité des acteurs, que ce soit les chercheurs ou les entreprises, aient un discours, je dirais, de vérité, au sens qui ne survend pas la technologie, qui ne la souvend pas non plus, parce qu'il faut quand même faire rêver un peu, et qui est au bon endroit. Et ça, c'est la responsabilité de l'ensemble des acteurs, d'avoir un discours de vérité. Et le discours de vérité, il est compliqué,
parce que le sujet est assez technique quand même. Là, on n'a pas parlé de technique, mais c'est très compliqué. Et quand on vulgarise en 1 heure, comme on le fait aujourd'hui, on passe à l'attrape le truc, on n'a pas le temps. Et c'est comme le problème du politique avec la science aujourd'hui. C'est un sujet où il faut du temps pour comprendre, c'est un sujet où il faut du temps pour appréhender le sujet. C'est pas un sujet Kleenex, quoi. C'est pas TikTok. Tout à fait d'accord avec Olivier. On en parlait tout à l'heure, le hype autour du quantique fait finalement plus de mal qu'autre chose, parce qu'on s'inscrit sur des temps longs. Donc si on promet des choses en 18 mois, 18 mois c'est demain, donc au bout d'un moment les gens reviennent, 1 an et demi après, ils disent alors, ça en est où ? Ça en est nulle part. Et parce que ça s'inscrit sur les temps longs, souvent on m'appelle pour me dire tiens, il y a telle annonce dans la presse, est-ce que vous pouvez commenter, est-ce que c'est important ? Ce qui pour moi est plus important qu'une annonce en tant que telle de un tel a fait X qubits ou etc., c'est plutôt de se rendre compte que jusqu'à présent, quand on regarde les feuilles de route des différents acteurs, les gens les tiennent. Alors il y a quelques mois de retard, etc., mais on est plutôt sur une bonne pente. Et je pense que c'est plutôt la tendance, le fait qu'on arrive à peu près à 6 mois près à tenir les objectifs ou à tenir les annonces qui est important, ça montre qu'on va dans le bon sens. Il va y avoir des murs. Très clairement, on sait que sur le passage à l'échelle, il y a plein de problèmes que les gens vont devoir résoudre. À ce moment-là, ça va être compliqué, mais les tendances sont suivies. Donc, plus important qu'une annonce en soi, c'est est-ce que la succession d'annonces tient la feuille de route ou les promesses plutôt que l'annonce en elle-même. D'autres remarques, messages ? J'abonde dans ce que mes collègues ont dit. Donc, ce matin, je tombais sur un article de presse qui vendait le fait que le quantique allait résoudre le problème du réchauffement climatique. Donc ça fait pas mal de mal. Et il y a quelques semaines, le Time Magazine a titré sur cette machine calcule en quelques secondes ce qu'un ordinateur classique mettrait 10 000 ans à calculer. Donc il y a quand même un message de prudence à avoir. Et c'est vrai que ça peut faire du mal à la communauté. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui à un endroit qu'on n'espérait pas pouvoir atteindre il y a 4 ans. Donc les choses vont bon train. Ça n'est pas pour tout de suite. Il y a beaucoup de problèmes scientifiques. Tout n'est pas réglé. Mais bon, il y a beaucoup de chercheurs assez brillants qui y travaillent et on a des pistes. Fanny. Oui, et je pense qu'il faut continuer aussi cette vulgarisation intelligente du sujet, que les médias, en effet, essayent de titrer des choses réalistes mais positives, parce qu'en effet, toutes les semaines, il y a des avancées, toutes les semaines, il y a des annonces. C'est des petits pas, et ça va arriver de petits pas en petits pas. C'est pas du jour au lendemain, il y en a un qui va arriver et hop, on a un super ordinateur. Et non, ça va prendre du temps. On a commencé dans l'informatique classique avec des ordinateurs avec 4 mégas. Non, 4 mégas, c'était déjà énorme quand on avait un disque dur avec ça. Maintenant, on a plusieurs téras. Là aussi, ça va évoluer doucement mais sûrement. Et puis surtout, maintenant, on sait que c'est le silicium dans nos ordinateurs, nos téléphones qui fait nos transistors. On est encore en train de chercher quel va être le meilleur matériau pour faire les meilleurs qubits. Mais par contre, on voit des avancées vraiment tous les jours. Et c'est incroyable de voir le niveau scientifique et ce qu'on est capable de produire. Et en particulier en France, on peut être très fier des cerveaux qu'on sort. Alors, je vais rendre la parole à la salle. Je vous laisse vous présenter, et soit si c'est une question ou votre propre expérience vis-à-vis de votre rencontre avec le quantique et éventuellement dans votre activité. Bonjour, Catherine Gabet, je suis directrice adjointe du contrôle du spectre à l'Agence nationale des fréquences. Alors c'est un petit peu abscon, c'est pas du quantique, mais c'est la protection des radiofréquences contre les brouillages, donc de la sécurité numérique, un pan de la cybersécurité qui est très méconnu, géré par une agence d'État. Ma question, alors j'ai peu d'expérience avec le quantique, excepté mon chat qui pendant 3 mois s'est appelé Schrödinger, mais comme il a guéri, maintenant il s'appelle autrement. Ceci étant, j'avais juste un point, je trouvais ça très intéressant. J'imagine que Météo France, qui est un utilisateur de calcul intensif, j'espère, je ne sais pas s'ils se sont lancés dedans, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir si certains savent si Météo France s'est lancé dans cette dynamique. Et j'ai une autre question par rapport à quand on évoque ce sujet et l'importance de ce sujet. Souvent les benchmarks aident à encourager, à pousser
en fait, à ce que tout le monde s'intéresse à ces enjeux, les politiques, les différentes entreprises, les différentes institutions. Et donc, Olivier a parlé un petit peu de benchmark, mais je me demande où on est placé et si est-ce que c'est aussi quelque chose sur lequel on a une chance, pour une fois, dans le numérique. On a quelques leaders, bien sûr, mais d'être leader dans cette dynamique, y compris, pas simplement sur les logiciels où la France a beaucoup de talent, mais également sur l'aspect hardware. Voilà. Alors, en fait, en pratique, aujourd'hui, on a un peu plus de chance sur le hardware que sur le software, compte tenu de la situation actuelle de l'écosystème. Même si Q8 Pharma fait du software. Mais en gros, on a plus d'acteurs du hardware que de software. Météo France, il s'intéresse à la question, mais pour faire court, le calcul quantique n'est pas tout à fait adapté à leur modèle numérique. Pourquoi? Parce que c'est de très big data. Il y a beaucoup de data. Et le calcul quantique n'est pas tout à fait adapté à l'ingestion de gros volumes de données. Il est plutôt adapté à l'ingestion de volumes de données, qu'on va dire modestes, mais avec beaucoup de complexité. À la limite, c'est une partie de Météo France qui peut intéresser le calcul quantique, c'est la partie simulation du climat. Parce que le climat, c'est des modèles plus simples, paradoxalement, que la météo. La météo, c'est des modèles par éléments finis, avec plein de stations, d'images satellites, etc. La modélisation du climat, c'est plus de paramètres, mais c'est plus simple, en fait, en modélisation. L'autre question, c'était... j'ai oublié la question numéro 2. C'était le benchmark, et le puis benchmark. comment faire que la France prenne une position de leader. Sur le benchmark, déjà, il y a 2 formes de leadership qu'on peut développer. C'est créer les benchmarks. Il se trouve qu'il y en a un en France qui n'est pas encore accepté à l'échelle mondiale, mais qui a une certaine valeur, c'est le Q-Score qui a été développé par Atos. Et c'est un benchmark très intéressant parce qu'il est vraiment orienté utilisateur. La plupart des benchmarks qui sont poussés par d'autres organisations dans le monde, c'est des benchmarks très techniques, très bas niveau, proches de la machine. Et Q-Score, c'est un truc qui dit quelle est la taille du problème le plus gros qu'un ordinateur peut traiter. Et ça sort un nombre entier. Donc un ordinateur, il va traiter un problème de taille 80, un autre de taille 150, c'est facile à comparer. Et donc, on a ce forme de leadership, et ça, c'est accompagné par un élément de la stratégie quantique nationale, qui est de faire de l'influence dans les organismes de normalisation. Et ça, c'est piloté par l'AFNOR. Il y a un groupe de travail en France de l'AFNOR qui essaie d'influencer la normalisation européenne, la normalisation à l'ISO. Dans l'énergie, avec Alexis Ofèvre, on est en train d'essayer de faire ça à l'I3E. Donc, il y a du boulot. Et il y a des startups qui sont potentiellement bien placées sur ce domaine. Alors, on a la chance d'avoir la communauté, un partenaire qui est SCC, qui a aussi en plus gagné un marché. Je vais même ajouter, je ne suis pas SCC, mais plutôt Atos. Et ce qui me fait plaisir, c'est d'entendre votre discours à vous tous, à vous, madame, parce que c'est vraiment ce que je vis au quotidien. Je suis David Chevalier, je suis le directeur commercial HPC, calcul scientifique, simulation numérique, IA et quantique. On parle de Météo France, c'est un compte que nous connaissons bien, et effectivement, monsieur, vous avez raison. C'est exactement le cas. La signature mathématique n'est pas éligible encore aujourd'hui. Elle n'est pas éligible pour transformer ça en calcul quantique, en tout cas en émulation. Concernant EDF, nous travaillons ensemble parce que nous fabriquons une machine qui s'appelle la QLM. Vous en avez parlé, madame? On en a acheté une d'ailleurs, une 38 qubits. Exactement. C'est une machine qui fait de la simulation. On se connaît aussi, on est en train de travailler avec vous. De l'émulation. Et là, c'est le commercial qui parle, vous voyez, pour vulgariser. C'est important, on ne rigole pas avec l'émulation. Et à définir le terme pour l'Académie française avec Alain Aspect, donc on ne discute pas, c'est de l'émulation. Et je sais, j'ai dû corriger mon discours depuis que mon ancien patron, Monsieur Breton, qui parlait d'innovation et qui a mis sur le marché justement cette innovation, pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Et je tiens à rappeler une chose que vous avez tous dit, c'est qu'aujourd'hui, l'informatique scientifique, les calculateurs, les supercalculateurs, l'exascale, si on peut en parler, c'est une voie. Elle est tracée, elle existe et elle existera encore très longtemps. Il faut absolument que le quantique soit une voie parallèle, qu'on ne l'oublie pas, qu'on travaille toujours aussi fort et aussi longtemps sur ces thèmes. Parce que arrivé un moment, à quelle époque, on ne sait pas, c'est vrai, mais ça va se rejoindre dans l'environnement de la simulation numérique, uniquement dans le calcul scientifique, dans le HPC. On ne parle pas du PC lambda. Donc voilà. Et je suis très heureux de vous avoir écouté ce soir, c'était passionnant. Merci. Alors ceci sur le marché SCC Atos, parce que je crois que c'était un marché que vous concernez tous les deux. Et je veux peut-être aussi rajouter un élément de réponse à la première question sur est-ce que la France est en train de rater le virage.
On a quand même pas mal de startups françaises qui fabriquent une diversité assez incroyable de techno. Pour les citer, Pascal, Candela, Alice & Bob, Sequence, C12. Et Crystal, Quantum Computing. Et Crystal Quantum. Donc, et tout avec des technos assez différents. Donc on est quand même assez bien placé. Après, il faut qu'on arrive à accompagner le virage de l'investissement. Donc l'émulation est là pour travailler là-dessus. Donc on a un autre témoignage du coup d'un membre de la bonsoir, communauté. donc Régis Daven, alors de SCC. Donc je suis le directeur commercial secteur public et on travaille je travaille dans une entreprise qui a un peu plus de 45 ans, qui est plutôt sur la fourniture d'informatique traditionnelle, poste de travail, infrastructure, HPC, et on est dans l'innovation autour de l'IoT, de l'IA, etc. On a une grosse partie de notre chiffre d'affaires qui est dans le secteur public, et justement la commande publique a lancé une consultation au travers de l'UGAP, qui est l'Union des groupements d'achat du secteur public, pour pouvoir justement donner accès plus facilement aux laboratoires de recherche, au CNRS, l'IRSEN, etc., à la santé, d'avoir plus rapidement accès à du HPC, à du quantique. Donc ils ont lancé une consultation HPC quantique où effectivement on a répondu avec Atos, avec l'offre QLM, pour pouvoir accélérer cette appropriation par le secteur public du quantique, puisqu'on sait tous que ça prend du temps pour faire du calcul quantique, ça peut prendre du temps aussi pour pouvoir lancer une consultation publique, pour pouvoir faire l'acquisition de matériel. Donc en fait on a répondu à cette consultation, on a bien travaillé puisqu'on l'a remporté. On a fait le choix de partir avec Atos puisqu'ils ont une appliance pour d'émulation autour du quantique qui permet d'aller vite chez les clients et d'avoir une plateforme avec du consulting, de la formation et l'intégration réalisée par SCC pour aller vite aussi, alors vite à l'échelle, on a compris aujourd'hui, effectivement c'est très passionnant, que ça peut être long, mais de pouvoir aider dans les premiers pas à pouvoir se lancer assez facilement. Qui est le client dans l'histoire? Comment? C'est l'AMI. Alors, comment? C'était l'AMI qui a été lancé. Donc en fait, l'UGAP, c'est une centrale d'achat, voilà, c'est une centrale d'achat qui donne accès à toute la commande publique, aux EPIC, à EDF, etc., de pouvoir aller commander du matériel. Donc sur de l'informatique traditionnelle, c'est la plus grosse plateforme d'achat nationale, traditionnelle, et là a lancé justement un petit peu dans le continuum de la loi de calcul quantique de 2019 pour donner accès plus facilement à la commande publique à des émulateurs, donc avec un MyQLM qui est un émulateur un peu freeware qu'on met dans une VM, avec des appliances QLM de jusqu'à 40 qubits, etc., pour pouvoir donner facilement accès à la commande publique. Donc c'est une petite vulgarisation pour aller un peu plus vite et accéder à former la recherche de demain et les développeurs. On a un autre témoignage à côté, je crois, Olivier. Oui, bonjour à tous. Alors moi je suis le seul à ne pas faire de quantique dans l'histoire, mais par contre, donc moi je suis directeur d'innovation de DocaPost, et DocaPost c'est la filiale numérique du French Postal Group, et on est là pour fournir les outils de confiance. Et dans ces outils de confiance, on a évidemment une offre assez large, mais il y en a deux qui nous ont paru particulièrement sensibles vis-à-vis du quantique, que sont le certificat électronique professionnel, qui est basé sur du RSA standard, et l'archivage électronique, pour lequel nous avons un engagement vis-à-vis de nos clients, que ces données ne pourront par aucun moyen être modifiées dans le temps, sur des durées de 6 mois à 147 ans pour le plus gros contrat. Donc il y a 2 ans, on a lancé une équipe de R&D avec Certinomis, qui est notre filiale pour fournir des certificats, et on a intégré, nous on est plutôt côté renard, on a intégré les algorithmes du NIST dans les certificats électroniques pour offrir à nos clients des certificats résistants à l'attaque quantique. Alors il y a 2 ans, je passais un peu pour un extraterrestre, parce que c'était quand même un sujet qui n'était pas tout à fait grand public. Aujourd'hui, en vous écoutant, on ne sait toujours pas si c'est dans 18 mois, dans 5 ans ou dans 20 ans que l'ordinateur quantique sera présent. Ce qui est certain, c'est que moi je suis un certain nombre de roadmaps de grands constructeurs, et ces grands constructeurs ont des roadmaps qui sont constantes dans le temps, c'est-à-dire qu'en 2018, ils ont publié des roadmaps avec un certain nombre de qubits présents, et ces constructeurs suivent cette roadmap. Aujourd'hui, on arrive en 2023, l'un de ces constructeurs présente sur le marché ou va présenter sur le marché d'ici la fin de l'année
un ordinateur avec 1021 qubits sans bruit. C'est son annonce. Sans bruit C'est son annonce. Non, non, j'en fais pas partie. Sans bruit. Ils n'ont jamais dit sans bruit. Ils ont dit efficace. C'est pas pareil. C'est pas pareil, mais efficace. Or, 1021 qubits, c'est une puissance qui commence à remettre en cause les RSA 2048 que nous utilisons. Alors, Olivier, vas-y. Défends les... Je suis le fact-checker du quantique français, c'est pas le cas. Mais par contre, c'est vrai que c'est un progrès. C'est la 11 IBM en l'occurrence, mais c'est un progrès, mais ça ne cassera pas RSA avec 1000 qubits bruités, ça c'est sûr. Alors bruité, non, maintenant, voilà, tout est non, mais, dans il faut savoir efficace. Que pour faire casser une clé RSA, il faut 22 millions de qubits qui seraient 100 fois meilleurs que les qubits de cette machine. Alors, donc c'est pas le même ordre de grandeur quand même. Alors, les Chinois ont publié d'autres éléments. Mais on va devoir prolonger l'échange après au cocktail. C'est pas le but de mon propos. Ça montre bien le problème. Là, on est exactement dans le sujet du fact-checking qui est compliqué dans ce marché. Le fact-checking est important. Très compliqué dans ce marché. L'évolution du quantique est inconnue. Donc est-ce que c'est dans 18 mois, dans 5 ans ou dans 20 ans? On ne le sait pas. Ce qui est certain, c'est que les entreprises doivent déjà s'intéresser au sujet. Et si effectivement le fact-checking est compliqué dans les capacités, et les publications, qu'elles soient grand public ou scientifiques, n'aident pas à faire un fact-checking pour un DSI par exemple, la simplicité, parce que nous on est plutôt côté simple, c'est déjà de s'intéresser comment on se protège au niveau de cybersécurité, hein, je ne parle que de cybersécurité, vis-à-vis de cette vague qui, comme vous l'avez dit, va arriver. Elle va arriver. C'est pas dans combien de temps. Maintenant, mettre à jour tout un parc de certificats sur l'ensemble de son SI pour un grand groupe, il ne faut pas s'y prendre la veille. La grosse blague chez les physiciens, pour déterminer le moment où l'ordinateur quantique qui casse RSA va arriver, c'est situé entre la fusion froide et la fusion chaude. Si vous connaissez la question de la fusion nucléaire. Alors, pas moi, mais pas celle-ci en tout cas. Non, mais ça sera vraisemblablement... les startups les plus optimistes nous parlent dans 5 ans. Et après, libre à nous de les croire. RSA le FTQC. Mais c'est les plus optimistes, libre à nous de les croire. J'ai deux réactions dans le public. Il y a Michel et Gilles. En fait, on va aussi prolonger les échanges autour d'un cocktail par rapport aux personnes qui nous suivent. Mais Michel, tu voulais réagir et fera peut-être un lien sur celui de la cyber. Et Gilles, tout de suite. Oui, je rebondis, Michel Juvin, expert cybersécurité, sur le point que vous mentionnez. Effectivement, la vraie question, c'est pour toutes les entreprises, c'est quand est-ce qu'il faut que je mette ça dans mon plan d'investissement? Parce qu'il est vrai que aujourd'hui, il y a un certain nombre de clés de chiffrement qui existent. Faire cohabiter des clés de chiffrement qui sont d'un autre domaine, c'est pas si simple que ça et ça prend du temps. Donc, excusez-moi, la question c'est quand? Je sais que vous ne pouvez pas forcément y répondre. La réponse, c'est tout de suite. Hein. Je pense que si on va sur le débat, quand est-ce que la n'arrive pas, là, on va pas arriver à ça. En revanche, en termes de cybersécurité, il y a des normes qui sont là aujourd'hui, qui vont être déployées. Donc, quand on regarde, par exemple, le plan de cybersécurité qui a été donné par les Américains, c'est déployer le post-quantique tout de suite pour le gouvernement américain. Non, pas encore. Et comme je disais aussi, en fait, là, on a des standards et l'obligation, la régulation, elle va arriver bientôt. Donc, le bon moment, c'est maintenant. D'ailleurs, moi, je pense que voilà, c'est bien de commencer maintenant, mais déjà être en retard, parce que c'est quelque chose qui va mettre énormément de temps. Si on parle d'un déploiement à grande échelle sur une infrastructure, là, on en a pour 5-10 ans. Donc c'est tout de suite. Et juste pour préciser, donc en fait, on sait se défendre de l'informatique quantique et des attaques au quantique avec des sécurités qui sont de l'informatique classique et de la sécurité classique. On n'a pas besoin d'ordinateur quantique pour se défendre du quantique. Donc c'est ça que c'est faire CryptoNext et voilà. Donc c'est des choses qui sont abordables dès maintenant. C'est juste qu'on change le type d'encryption. Et puis c'est l'offre de DocaPost. Hein. Aujourd'hui, c'est disponible dès maintenant. Alors moi, je vais vous faire peur pour vous pousser à le faire. Le risque, en fait, c'est que les clés RSA pourraient très bien être cassées par du calcul classique avant que l'ordinateur quantique y arrive. Et ça, c'est pas exclu du tout. Et si ça arrive, on est quand même dans la mouise. Donc, il vaut mieux s'y intéresser dès maintenant.
Et ça, c'est le train qui en cache un autre, en fait. Dernière Gilles voulait réagir. Oui, bonsoir à tous. Gilles Mézari, société Sassuidou, éditeur de logiciels. Donc, je fais partie des faiseurs qui, en fait, proposent des use cases sur tout ce qui sort en technologie et autres. Et je suis alors, ravi d'avoir participé à cette soirée parce que j'ai appris plein de choses. Moi, jusqu'à ce que je lise le titre, pour moi, l'informatique quantique, c'est un truc. On parlait avec les cieux, je l'écrivais avec un C. J'ai vu que ça s'écrivait avec UAN. Et donc, j'ai appris plein de choses. Et la question que je pose, en fait, c'est, avec tout ce que vous avez dit, on a pratiquement une certitude que ça va arriver, mais on ne sait pas trop quand. Et pour que la France garde son leadership sur le sujet, la question, c'était, est-ce qu'on va encore attendre la dernière minute pour mettre en place tous les programmes de formation de nos ingénieurs futurs, de nos informaticiens de demain, pour pouvoir répondre aux besoins quand il arrivera, ou est-ce qu'on s'y prend dès maintenant? Alors, il y a plusieurs choses, mais je pense qu'il y a le plan quantique et Olivier pourra détailler. Après, les écoles ont déjà commencé et même des écoles comme EPITA ont maintenant des mineurs quantiques, des majeurs quantiques. C'est vrai qu'il va falloir investir et que ce serait bien qu'il y ait plus d'argent dans le financement de l'éducation. Après, par exemple, OVH Cloud là, est en train de s'engager à sortir des certifications dès la rentrée prochaine sur les émulateurs et ça va être mis à disposition gratuitement des étudiants des écoles qui souhaiteront collaborer avec nous. Donc c'est important en effet, il faut former nos jeunes, il faut leur donner les moyens d'avoir accès et c'est aussi valable pour les entreprises qui veulent monter en compétence les gens en interne chez eux. Donc voilà. La deuxième vague, ce seront les industriels qui vont insuffler cette vague-là pour que les jeunes soient formés. L'État suivra. Mais aujourd'hui, on est au début. C'est les deux, on est au début, mais c'est pour ça qu'il faut que les industriels... Quand les Stellantis vont avancer sur ces sujets-là, on aura beaucoup de jeunes, il y aura de quoi faire. Ouais, mais en tout cas, en attendant, en effet, il faut que les gros industriels français se mettent la main à la pâte et y aillent, parce qu'on n'aura pas les mêmes financements que les Américains, on n'a pas les mêmes niveaux d'investissement, et c'est l'industrie française aussi qui peut porter ça, donc c'est important de se fédérer dès maintenant, sinon on ratera le virage. Par contre, on a les compétences là maintenant pour démarrer. Donc, petit détail, l'offre est supérieure à la demande aujourd'hui. C'est-à-dire que l'offre de formation est supérieure à la demande de personnes informées aussi bien dans l'enseignement supérieur que dans les entreprises. Donc il y a ce qu'il faut pour y aller. En tout cas, il y a ce qu'il faut aussi pour qu'on continue à suivre le sujet au sein d'Aliancy. Alors, on a encore une réaction dans la salle, Mélisse. Question rapide. Est-ce qu'il est possible de se former en reconversion sur les différents métiers? Est-ce qu'on est obligé de passer par l'école d'ingénieur? Ça dépend du point de départ et du métier que vous voulez faire dans le quantique. Mais moi, il y a 5 ans, j'étais journaliste high-tech. Après, je me suis intéressée au sujet grâce à Olivier qui m'a embarqué sur une conférence. Je suis directrice du quantique maintenant. Ça dépend quel niveau, si c'est ingénieur, mathématicien, etc. Après, nous, par exemple, dans nos équipes, des gens sur l'intelligence artificielle qui bossent sur l'implémentation de notebooks, on a pu les former à transformer les émulateurs et à les intégrer dans nos infrastructures. Donc, on va plutôt former des gens qui sont déjà chez nous et les monter en compétences. Après, je pense que sur certains domaines, non, il va falloir passer quand même par un cursus long et difficile. Et c'est là où Alain Aspect dit, hein, c'est important, notre prix Nobel, hein, il faut repousser les jeunes à s'intéresser aux sciences et à faire confiance à la science, et il faut y aller. Alors une réaction encore à la salle, et puis on va se rapprocher. Un autre élément de réponse à cette question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin d'à peu près tout. C'est-à-dire que il faut des développeurs, il faut des architectes, il faut des commerciaux, des ingés. Enfin, en fait, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec des partenaires parce qu'aujourd'hui, personne ne sait tout faire tout seul. Donc, on a vraiment besoin d'un large spectre de compétences. Donc. Il faut aussi des champions et des financements. Hein. Il faut des financements parce que ça coûte cher de développer une machine. Une réaction, allez, la dernière dans la salle. Oui, bonsoir. Je me demandais, parce qu'on a beaucoup parlé de quantique ce soir, dans le secteur de la santé, et puis on va dire dans le secteur civil de manière générale, mais dans le contexte géopolitique actuel où on parle beaucoup des enjeux militaires, du retour des enjeux de défense, etc., qu'est-ce que le quantique peut apporter ou peut changer, et est-ce qu'il va changer quelque chose d'ailleurs sur les questions militaires et de défense?
dans le contexte actuel, de toute façon, toutes les technologies de rupture, c'est game changing. Donc en particulier sur le quantique, ça peut donner un avantage stratégique significatif. Et de toute façon, on voit les investissements aujourd'hui, c'est Chine, États-Unis. Donc là, on voit qu'il y a... Et Europe. Et je peux aussi rajouter un point sur ce sujet. Donc là, on a beaucoup parlé de calcul quantique, mais aussi les capteurs quantiques. Exactement. Les magnétomètres, en fait, peuvent complètement rendre obsolètes des appareils militaires, type sous-marin, etc. Donc il y a aussi des efforts à faire dans ce volet-là. Est-ce que du coup, le leadership de la France dans le quantique dont on a parlé peut lui permettre de rattraper un peu en partie son déficit militaire par rapport à la Chine, la Russie, les États-Unis? On a déjà quand même une industrie militaire significative en France. Hein. On a quand même des acteurs comme Safran, Thales. Thales est très impliqué dans le quantique, notamment sur les capteurs. C'est un des plus gros programmes d'investissement R&D en France. La DGA, qui est quand même un peu l'éminence grise dans l'État qui définit la commande publique, est très impliquée dans les capteurs quantiques et dans les autres sujets du quantique. Il y a une mobilisation, oui. Et d'ailleurs, le quantique fait partie de la loi de programmation militaire qui a été annoncée par le président de la République il n'y a pas longtemps, en plus d'investissements qui avaient déjà été décidés avant. Donc oui, je ne suis pas sûr qu'on ait tant à rougir vis-à-vis de la Chine en quantique, d'ailleurs, de ce point de vue-là. De point de vue conventionnel, dans l'armée conventionnelle, on est en retard forcément. Comment ça, on est en retard, on vend des Rafales? Non, on n'est pas en retard, on vend des radars, des Rafales. On est en retard sur quoi? Je veux dire, en termes de taille d'armée, on est en termes de people. On est la plus grosse armée d'Europe? Alors, les Polonais. Ce que je vous propose, on va inviter à... Je vais vous inviter à conclure, Fanny. Non, juste pour dire que c'est un changement, c'est la région, et on voit bien qu'il y a 3 grosses régions qui se découpent actuellement sur le quantique. La région qui sortira en premier l'ordinateur quantique aura un avantage majeur et pourrait reprendre une trentaine d'avance sur les autres, parce que cette rapidité de calcul va changer la donne. Donc c'est hyper important, et c'est pour ça qu'il faut qu'on joue tous ensemble aussi sur le sujet. Il y a une vraie implication à avoir. Je pense qu'on a répondu à nos promesses initiales, c'est de challenger le sujet. Il y a eu beaucoup d'interactions, je vous en remercie. Alors, pour ceux qui entendent, il y a aussi la suite qui s'organise avec les bouchons de champagne qui commencent à péter. Ça, c'est pour le côté un peu festif du moment, mais on était sur un sujet extrêmement sérieux, et je pense que, Dorian, pour conclure. Mais je pense qu'effectivement, Olivier l'avait bien dit, c'est très difficile d'aborder de telles questions en seulement 1 heure et de synthétiser. On vous a pris 15 minutes de plus d'ailleurs dans ce live de ce qu'on avait annoncé, mais c'était pour la bonne cause et pour permettre à nos invités aussi qui ont fait l'effort de se déplacer de pouvoir témoigner à leur tour de leur expérience. Donc on vous remercie en tout cas pour votre attention sur ces sujets. On remercie tous nos invités d'avoir été malgré tout le plus concis possible et d'avoir pu donner des exemples qui parlaient à tout le monde. Et je pense que l'effort de vulgarisation a quand même été bien tenu ce soir. C'est le but aussi de la communauté Alliancy Connect, et on espère avoir l'occasion très bientôt d'explorer un peu plus amont le sujet avec vous. Et la rédaction est à disposition pour explorer avec vous le sujet. Comme toujours, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Et on va finir sur ces mots notre live et passer à la suite des échanges ici à la rédaction. Merci à toutes et tous, et puis à très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.